Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un auteur considérant que la cruauté fait partie de la nature. Néanmoins, il ne s'arrête pas là. Pour lui, c'est une bonne chose. En effet, c'est par la violence que la sélection naturelle fonctionne. Howard Bloom a été un précurseur de la mimétique. Il s'est intéressé à la manière dont les idéologies s'imposent. La compétition entre individus est quelque chose de parfaitement naturel. La présence d'idées est quelque chose qui a permis à l'humanité d'évoluer plus rapidement. Bien sûr, le fait que la mimétique s'ajoute à la génétique a fait de nous une espèce particulièrement violente. C'est pourquoi il est profondément capitaliste. Le libéralisme est pour lui le seul système viable. C'est le système qui nous est adapté. Il nous permet de créer grâce à la cruauté humaine. En même temps, il nous permet de tester de nouvelles choses. Il est le garant de l'innovation. C'est un auteur important à connaître pour tous ceux qui considèrent l'État comme une menace nous empêchant de construire. Au cours de sa jeunesse, Howard était passionné par les sciences. Il consultait les livres de grands scientifiques. Néanmoins, son approche était très dispersée. Il étudiait la microbiologie, la cosmologie et la physique théorique. Mais il s'intéressait aussi à l'électrotechnique et il construisit une machine basée sur la logique booléenne. Il possédait dans sa chambre divers animaux qu'il élevait et se passionnait pour le comportement animal. Il entendit parler de l'histoire de Galilée. Selon la version qui lui a été racontée, Galileo aurait été brûlé en ayant maintenu ses dires jusqu'au bout. Cela l'encouragea à dire la vérité à tout prix. Cette version est bien évidemment fausse et il ne se rendit compte que plus tard, mais cela forgea néanmoins la personne qu'il devint. C'est à l'âge de 31 ans qu'il obtient son premier travail, qu'il estime digne d'être mentionné. Il devient alors publicitaire dans le domaine musical. Toutefois, l'entreprise dans laquelle il travaille appartient à une plus grande compagnie, et elle veut des résultats. Lors d'une visite d'un représentant, ses collègues et ses supérieurs décrivent un mode de travail basé sur la prévision. Ils dirent qu'ils écoutent chaque demande et étudient si cela leur semble viable ou non, pour n'investir que dans les meilleurs. La tactique de ses collègues visait à les protéger contre un éventuel plan social. Mais Howard reste influencé par son modèle de Galilée. Toujours dire la vérité, peu en importe les conséquences. C'est pourquoi, au lieu de tenir le même discours que ses collègues, il dit que sur tous les rendez-vous qu'il a, une minorité pourront vivre d'une carrière musicale, et qu'une minorité encore plus petite deviendront des stars. Il dit aussi qu'il n'a pas la capacité de savoir qui réussira et qui échouera. Donc, pour garantir sa réussite, il disperse ses efforts au début, puis investit sur ceux qui lui semblent avoir un public. Le représentant part sans un mot. Son supérieur hiérarchique l'engueule immédiatement et le prévient qu'il a intérêt à se tenir dorénavant à carreau, s'il ne veut pas être viré. Howard le décrit comme un brave homme qui s'est énervé, surtout parce qu'il craignait pour sa carrière. Howard précise plus tard qu'il s'est rendu compte que l'histoire de Galilée était fausse. Il venait de mettre en péril l'ensemble de l'entreprise. Un courrier de la maison mère arrive. Howard est promu directeur de l'entreprise, mais tous ses collègues sont renvoyés. Rongé par la culpabilité, il a envoyé une lettre à l'entreprise mère. Celle-ci précise qu'il remet sa démission. En effet, puisque tous ses collaborateurs ont été renvoyés, il estime ne pas être en mesure de remplir la mission qui lui a été imposée. Il souligne l'importance des compétences de ses anciens collègues et son incapacité à reformer une équipe rapidement. L'entreprise mère lui propose de le réengager, lui et tous ses anciens collègues. Howard pose donc des conditions plus favorables pour lui et ses nouveaux subalternes. Une liberté de mouvement plus importante pour son entreprise et une augmentation pour tout le monde. Il continue de travailler 14 ans comme salarié avant de partir sur sa propre entreprise. Il propulsera la carrière de nombreuses personnalités telles que Prince, Michael Jackson ou Bob Marley. Comme vous avez pu le voir, Bloom ne considère pas qu'il soit possible de tout prévoir. Sa méthode repose sur l'expérimentation et l'évaluation constante des idées pour identifier celles qui portent leurs fruits. C'est aussi quelqu'un de très curieux qui passe énormément de temps à apprendre. On pourrait cependant lui reprocher à maintes reprises d'être un idéaliste un peu naïf. C'est quelqu'un de travailleur et organisé, qui recherche en permanence de nouveaux motifs de s'émerveiller. Cette approche du monde se reflète également dans ses idées sociétales. Son parcours l'a conduit à adopter une vision libérale de la société, où la liberté individuelle et l'initiative privée sont primordiales.
Le principe de Lucifer repose sur la même éthique, développée par Richard Dawkins, dont le livre Le gène égoïste a créé ce domaine de réflexion. Il suit une logique libérale de lutte entre divers systèmes cherchant à s'imposer les uns sur les autres. Le même est la brique élémentaire de la même éthique et de sa pensée. C'est une déformation du mot gène. C'est une unité d'information transmissible d'individu en individu. De la même manière qu'un gène a pour but de se perpétuer, un mème aussi. Un ensemble de mèmes peut former un système, une vision du monde, une culture et un même mode de fonctionnement au sein d'un groupe. Cet ensemble est appelé un superorganisme. Une analogie que l'on pourrait faire est que le superorganisme est pour le mème ce que le génome est pour le gène. Pour donner quelques exemples, on peut citer le communisme, le capitalisme, l'islam, etc. Il a existé de nombreux superorganismes à travers les âges. De la même manière, il en existe encore beaucoup. Ils naissent, grandissent, évoluent et meurent. Certains sont anciens, d'autres récents. Ils peuvent concerner de grands groupes de population ou quelques individus. L'histoire de l'humanité est marquée par des guerres silencieuses entre superorganismes. Les individus jouent le rôle d'agents dans des luttes bien plus grandes qu'eux. Cette vision nous invite à repenser notre place dans la société et à nous questionner sur les forces qui influencent nos choix. De nombreux massacres au cours de l'histoire ont des raisons idéologiques. Les super-organismes se servent des hommes pour leur guerre. S'ils gagnent, ils récompenseront ceux qui les ont servis. S'ils perdent, les hommes qui y ont cru en paieront le prix. Pour appréhender ce qu'est la mimétique, je vais prendre l'une des histoires que raconte Bloom. Autrefois, il existait 4 villages en Inde. L'ensemble était autonome. L'un des villages était composé de bergers. Le deuxième avait la maîtrise de l'artisanat. Le troisième cultivait la terre. Le dernier est celui qui nous intéresse ici. Il ne produisait rien et se contentait de puiser dans ce que produisaient les autres. Pourtant, tous se seraient accordés à dire que c'était lui le plus important. Ce village était réputé comme étant un village de sorciers. C'est à ce titre qu'il disposait de ses privilèges. Il avait le monde spirituel pour eux. Lorsqu'un villageois tombait malade, que le temps était mauvais, ou qu'un quelconque malheur arrivait, on faisait appel à eux. On leur faisait des offrandes, et ils promettaient de réparer la situation. Si la situation ne s'améliorait pas, on leur faisait encore plus d'offrandes, pensant qu'ils étaient en lutte avec un sorcier particulièrement puissant. Si la situation se terminait mal, ils étaient remerciés pour avoir tant lutté face à autant de difficultés. Les Kurumba avaient le pouvoir des idées avec eux. Tout système politique ou religieux repose sur les idées, et ils s'en étaient rendus maîtres. Au-delà de n'être que des parasites, ils étaient aussi ceux qui donnaient un sens à l'existence. Pour comprendre le principe de Lucifer, il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas de bon côté. Ou alors le bon côté est celui des vainqueurs. Les groupes s'affrontent, définissant chacun l'autre comme étant le mal. Nous sommes tous bons et l'ennemi est toujours mauvais. Nous camouflons nos désirs de vengeance par l'appellation justice. Notre violence nous paraît toujours justifiée, mais celle des autres, non. Nos valeurs sont toujours supérieures. Ceux qui se trouvent de l'autre côté n'ont probablement pas le même avis. L'homme est un animal social. Il ne peut pas vivre sans les mêmes qui parcourent la société. Il en est dépendant. Mais il en est aussi acteur. C'est ce qui nous fait passer de l'animal social à l'animal politique. Nous prenons des idées nous étant favorables. Nous participons au jeu des idées pour nous faire une place privilégiée. Nous faisons partie des groupes qui nous apportent quelque chose. Nous collaborons et luttons en fonction de ce qui nous rapporte. Nous sommes des égoïstes prenant possession en fonction de ce qui nous arrange. Aujourd'hui, Bloom est toujours capitaliste, convaincu que le capitalisme est un moteur essentiel de l'innovation et du progrès. Toutefois, il reconnaît qu'une certaine dose de socialisme est nécessaire pour préserver les compétences et la stabilité sociale. Dans cette perspective, des politiques comme l'éducation gratuite ou la protection des plus vulnérables ne sont pas seulement des impératifs moraux, mais aussi des investissements lucratifs. Il est actif sur Internet, c'est pourquoi j'ai pu me faire une idée de la manière dont sa pensée a évolué. Vous trouverez sa chaîne YouTube et son site internet en description. Pour ma part, je me suis arrêté à ces 3 premiers livres, et je pense que le premier livre résume bien l'ensemble de sa réflexion.
J'ai vu qu'il en a écrit 4 autres, mais j'ai une pile de livres qui m'attend, et je pense que j'ai d'autres livres qui pourraient m'apprendre davantage. Après, je peux me tromper. Son premier livre est un des livres qui a le plus nourri ma réflexion, et je recommande fortement de le lire. Mais je ne considère pas les suivants comme particulièrement utiles une fois que l'on a fait le tour du principe de Lucifer. À titre personnel, je dirais que la compétition et la collaboration sont deux parties importantes d'une société fonctionnelle. Il est exact qu'il faut protéger les plus faibles. Il est aussi vrai que l'on traverse tous des périodes difficiles. Nous sommes des individus sociaux qui ont besoin de faire partie d'un groupe. Néanmoins, les groupes et l'État ont tendance à écraser l'individu. La liberté d'expression et d'entreprendre doivent être protégées. Pour cela, il faut que l'État reste faible. Il tendra toujours à vouloir grossir. Pour cela, il justifiera son embonpoint par des aides et des services. Mais le véritable but est de devenir de plus en plus gros. Le communisme est le stade final de cette obésité. À ce niveau, il ne peut plus être remis en cause. C'est pourquoi je suis profondément de droite. Je vous souhaite une agréable soirée.